Bonjour, donc je vais parler en français, c'est peut-être le plus simple. Je me heurte à une petite difficulté, ou à deux petites difficultés. Une première difficulté, c'est que la supraconductivité Alstom est sortie de l'activité supraconducteur depuis déjà quelques années, même si nous avons continué à suivre un certain nombre de projets, et en particulier les projets de haute technologie destinés à la recherche, première chose. Et deuxième chose, moi j'ai fait pas mal de supraconductivité quand j'étais plus jeune, j'ai même passé à peu près une dizaine d'années, mais sur des courants faibles. Donc je faisais les détecteurs, des interféromètres quantiques, mais pas du tout des aimants et des champs forts. Donc ça c'est juste pour l'anecdote. Je vais essayer de vous présenter rapidement, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, à la fois peut-être vous montrer brièvement dans un premier film ce qu'est Alstom, qu'est-ce qu'on fait. On fait de l'énergie et de la mobilité, c'est un film qui devrait durer moins de 2 minutes. Et tout à la fin de cette présentation, essayer de vous montrer vers où on peut aller. Et quand je dis on, ce n'est pas nécessairement Alstom, c'est globalement vers où les technologies nous permettent d'aller pour le futur, à la fois en matière d'énergie et en matière de mobilité. C'est normal que je l'ai aussi. Voilà. En quelques mots, donc, je vais vous présenter les tendances que nous observons, les tendances que nous anticipons. Dans le film précédent, vous avez vu qu'on travaille dans le domaine de l'énergie, on fabrique des centrales de production énergétique de différents types, renouvelables comme plus traditionnelles, et nous sommes présents dans le champ de la mobilité, et tout à l'heure l'un de mes collègues d'Alstom en parlera. Il faut savoir que la consommation, on ne peut pas considérer que l'énergie est d'un côté, la mobilité de l'autre. La consommation d'un réseau urbain comme la RATP est supérieure à la consommation électrique globale de la ville de Nice. Ce qui signifie que l'intégration de la mobilité dans l'équation des réseaux est quelque chose d'absolument fondamental. On ne peut pas le prendre à la légère. Deuxième chose, dans les années qui vont venir, nous ne pourrons plus augmenter indéfiniment, et nous le voyons bien, le nombre de centrales de production. Ce qui signifie qu'on devra optimiser l'usage combiné de ces différentes centrales. Ce qui me ramène à une toute petite remarque. Tout à l'heure, dans la présentation du professeur Roubia, donc, il insistait sur les 2 points extrêmement importants pour l'avenir, que sont l'intégration du renouvelable d'une part et la génération plus propre à partir des combustibles fossiles. Le 3e point qu'il convient aujourd'hui véritablement d'y rajouter, c'est de mettre plus d'intelligence sur les réseaux. C'est absolument fondamental. Intelligence sur les réseaux qui va certainement permettre de gagner en matière de base installée.
globalement, les clients aujourd'hui, les gens qui s'équipent, ne cherchent pas des dispositifs, ne cherchent pas des équipements, cherchent véritablement des solutions. Et ces solutions, elles sont de plus en plus systémiques. Si on regarde, ça a déjà été présenté un peu différemment, mais si on regarde effectivement ce triangle de stabilisation qui montre que l'équation énergétique, les prévisions en matière d'équation énergétique nous disent qu'on va avoir besoin d'entre 13, 14 ou 15 terawatts dans les 30 à 35 prochaines années, que si on fait le calcul rapide, cette base nouvelle à installer reviendrait à ouvrir, à lancer une centrale de production d'1 gigawatt par jour, on voit bien que l'équation n'est pas jouable. Elle n'est absolument pas jouable. On peut se dire, on va augmenter considérablement, on peut le voir mieux ici, on va augmenter considérablement le poids du renouvelable. Même en augmentant considérablement le poids du renouvelable, on le voit sur cette figure, ça va représenter à peu près 10% de l'équation globale. Pardon. Autre point qui est extrêmement important, ça a été mentionné aussi en particulier dans les échanges de ce matin, les drivers du développement vont être les zones urbaines, et en particulier les zones urbaines dans les pays en développement. Ces zones urbaines dans les pays en développement vont avoir besoin d'énergie. À partir du moment où, si je reprends la pyramide de Maslow, à partir du moment où on a commencé à résoudre de manière tout à fait convenable les problématiques liées à l'alimentation, à la nutrition, les problématiques liées à la santé, il est assez évident que l'énergie va être un vecteur de développement, de la même manière que la mobilité au sens large. Dans cette mobilité, on va trouver aussi la mobilité des données, donc on va trouver les réseaux de télécom, mais on va trouver la mobilité des personnes. C'est absolument essentiel pour que ça puisse fonctionner. Et pour tout ça, il faut de l'énergie. Globalement, on le voit sur ces éléments-là, cette croissance, ou la croissance à attendre dans les prochaines années, c'est-à-dire les installations nouvelles à venir, sont les installations qui vont se trouver dans les pays émergents, si on croise ces deux parties de présentation, dans les pays émergents et dans les zones urbaines, dont une bonne partie de ces zones urbaines sont en construction. Sont en construction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie des options qui vont être retenues pour développer ces zones urbaines n'ont pas encore été arbitrées. Ce qui signifie aussi qu'un certain nombre de choix que, dans nos pays occidentaux, nous ne sommes pas capables aujourd'hui facilement d'opérer ou de rétro-opérer, ces choix pourront être faits. Avec un certain nombre de considérations sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, je crois que vous en parlerez demain avec Pascal Colombani, mais en matière de reverse innovation ou d'innovation nouvelle, plus adaptée aux problématiques spécifiques rencontrées. Je voudrais juste insister sur ce point-là. La stabilisation de l'équation climatique, si tant est qu'on puisse considérer comme acceptable l'ensemble de ces données, en tout cas elles ne sont pas complètement fausses. Si on regarde les derniers éléments qui ont été publiés en début de semaine, en particulier par le New York Times sur ce qui se passe dans l'Antarctique, on a quand même un petit frisson. Donc globalement, pour tenir le seuil des 450 ppm de CO2 dans l'atmosphère, on va devoir réduire considérablement, on le voit ici, l'empreinte de la production de CO2. Et on voit que le point le plus important, je voulais juste insister là-dedans, c'est de mettre de l'intelligence sur les réseaux. C'est sans doute discutable, peut-être que ça va être du même ordre de grandeur que le renouvelable, mais en tout cas, l'intelligence sur les réseaux, c'est ça. Ceci étant dit, l'intelligence sur les réseaux ne peut pas se faire sur n'importe quel type de réseau. C'est-à-dire que si le réseau n'offre pas un minimum de flexibilité, un minimum de stabilité également, un minimum de contrôlabilité, si je puis dire, eh bien, nous ne pourrons pas mettre d'intelligence sur les réseaux. Typiquement, des réseaux sans stockage et sans stockage offrant une dynamique de fonctionnement suffisant, des réseaux dont l'électronique de puissance ne serait pas adaptée, eh bien, ne nous permettront pas de tirer le bénéfice que nous considérons comme salvateur là-dedans. Alors, je ne vais pas insister sur les types Alors, juste un point, les solutions que l'on voit pour l'avenir sont des solutions distribuées, ce sont des solutions qui sont très composites, et des solutions qui sont des solutions systèmes. Et beaucoup d'entre elles seront associées à beaucoup plus de temps réel qu'aujourd'hui. Reportons-nous
2 secondes sur ce que je disais tout à l'heure sur la mobilité. L'allocation dynamique des ressources sur un réseau d'énergie pour la partie de l'équation qui concerne la mobilité, eh bien, qu'il s'agisse de la mobilité d'ailleurs pour les voitures électriques, c'est quelque chose qui va devoir être fait de manière relativement dynamique si on veut véritablement que ça serve à quelque chose. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Si je prends maintenant la présentation, l'histoire d'Alstom, globalement, Alstom a travaillé depuis longtemps sur le transport de l'énergie. Travaillant sur le transport de l'énergie, Alstom a été amené à travailler sur des bobinages, à travailler sur des aimants. Et ces aimants, pour une grande partie, ont été utilisés, et là il y a une transition que j'assume complètement, mais qui est un peu difficile, ont été utilisés donc, dans la recherche. Je vous ai parlé d'industrie, je vous ai parlé d'une équation globale. Là, je rentre dans quelque chose qui est un tout petit peu différent. Ceci étant, cette maîtrise qui a été obtenue sur les aimants permet aujourd'hui de conserver une maîtrise qui nous permet, ou qui nous permettrait de travailler avec des supraconducteurs sur des alternateurs, qu'il s'agisse de travailler sur l'alternateur au sens large ou de travailler uniquement sur le rotor. Quelque chose qui est extrêmement important. Tout à l'heure, je présenterai 2-3 figures qui montrent l'impact que pourraient avoir des éoliennes fonctionnant avec des alternateurs à supraconducteurs en matière de masse et en matière de puissance. Deuxième partie sur laquelle je vais revenir, le grid, c'est-à-dire si demain matin, dans le grid, nous avons des supraconducteurs, qu'est-ce que ça nous permet de faire en plus? Tout à l'heure, on abordait la question, le professeur Roubia a abordé la question donc, du remote power, en quelque sorte, c'est-à-dire on a de la production d'énergie à un endroit et on va devoir transporter assez loin de cet endroit eh bien, l'énergie en question sous forme d'énergie électrique. Il est clair que si on se situe en environnement terrestre, ça pose un certain nombre de problèmes qui ont été évoqués sur lesquels je ne reviendrai pas. Si maintenant on doit transmettre dans des câbles sous-marins, à partir de ce moment-là, on est amené, même sur des distances beaucoup plus courtes que celles qui ont été évoquées, c'est-à-dire des distances de 50 à 100 km, eh bien, on se heurte à un problème qu'on connaît tous, qui est le problème des pertes par effet capacitif. Typiquement, la puissance réactive à laquelle on va devoir faire face est tellement importante que la puissance active, eh bien, il n'y en aura plus beaucoup à la fin. Moralité, on va travailler de plus en plus avec des solutions qui vont être des solutions à courant continu. Je fais juste une petite transition. Solutions à courant continu sur des champs d'éoliennes qui, par essence, eh bien, sont intermittentes, peut nous permettre, en particulier, eh bien, d'aller sur des courants encore plus forts, de faire de l'électrolyse et de faire de la génération de gaz, typiquement, de faire de l'hydrogène. Donc, ce sont des choses, à nouveau, que l'on peut combiner. Donc, on va combiner du stockage avec de la production. Alors, je reviens très rapidement sur ce qui a été fait par Alstom dans le domaine des aimants, par le passé, essentiellement donc, dans notre usine de Belfort. Voilà. Donc, beaucoup de travail réalisé depuis la fin des années 60 sur le niobium titane, donc, en particulier pour la chambre à bulles européenne. Ensuite, pour le dipôle pulsé, pour le CEA. Pour la ligne c'est quoi? C'est LSR? ISR, pardon, qui est au CERN également. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, ensuite, des alternateurs qui ont été co-élaborés en relation avec EDF. Un alternateur complètement supra avec le CNRS, vous voyez là. L'activité médicale, c'est-à-dire la génération de champs intenses, donc typiquement avec Philips en particulier, et puis ensuite toutes les dernières étapes en particulier qui concernent à la fois ITER, mais qui concernent aussi donc l'approche élargie de Broader Approach, avec ce qui a été fait pour le tokamak qui est en
en début d'essai, je suppose, ou qui va être bientôt en début d'essai à Naka au Japon. Donc pour vous donner un petit peu une idée, vous présenter quelques images là-dessus. Je ne reviens pas sur les caractéristiques des supraconducteurs, ça a déjà été présenté tout à l'heure. Voilà, peut-être dire simplement que le diborate de magnésium est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qu'on suit avec beaucoup d'attention, parce que c'est vrai que quand on regarde ce qui a été fait sur les cuprates à la fin des années 80 et au début des années 90, les espoirs ont malheureusement été relativement vains. Il est évident que ce qui est offert aujourd'hui avec cette facilité relative à faire du fil, quelle que soit la forme de ce fil, par le MGB2 est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'il faut regarder de très près. Alors, juste pour la petite histoire, on a fait des limiteurs de courant à partir d'Ibakuo dans les années récentes, mais qui sont restés à l'état de test, même si ça marche très bien. On sait que la reproductibilité de ce type de dispositif, du fait de la structure cristalline, de la structure macrocristalline des matériaux, typiquement des cuprates, ne permettrait pas d'avoir une production industrielle extrêmement facile sur ces sujets. Alors, montrer un petit peu, mais ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu aussi, vous l'avez vu dans le cadre du MGB2, effectivement c'est un peu différent, mais la manière dont les câbles sont formés, peut-être vous parler en quelques secondes des limitations de tout cela. Donc il y a beaucoup d'images qui sont des images d'archives, dont certaines que j'ai récupérées au CEA d'ailleurs récemment. Alors, je voudrais juste insister sur la fragilité relative, ou en tout cas les contraintes à prendre en compte en matière de stabilité. Ces contraintes sont très importantes parce que si le matériau est amené à bouger de trop et est amené à perdre ses caractéristiques supraconductrices, au moins localement, on va arriver à une situation de transition. Ces situations de transition vont conduire à libérer énormément d'énergie dans un intervalle de temps court. Donc tout ça, ça impose d'une part de stabiliser mécaniquement, pour le dire avec les mains, et d'autre part de prévoir ces états de transition accidentels avec des résistances tampons, en quelque sorte, qui vont servir d'absorbeurs de cette énergie. Voilà, je ne vais pas insister là-dessus. Tout simplement, ça veut dire que les dispositifs, les processus industriels qu'il faut mettre en œuvre pour stabiliser ces macrostructures qui utilisent des propriétés quantiques extrêmement fines, eh bien, ces moyens sont des moyens relativement importants quand on travaille dans des champs qui sont des champs extrêmement intenses. Je ne suis pas en train de parler d'applications de transport de courant, mais d'applications de génération de champs magnétiques intenses. Alors, quelques images sur ce qu'Alstom a fait. Dans ces sujets-là, on est en train, on va livrer les derniers éléments, en particulier au CEA, dans le cadre de l'imagerie, donc à Fontenay. Peut-être non, je ne vais pas insister là-dessus. Bon, là, simplement pour vous montrer les modèles d'imprégnation sur la création de champs poloïdaux, sur les aimants, donc les bobinages destinés à créer des champs poloïdaux. Et là, je voudrais aller sur un autre point pour vous dire que, globalement, alors ça, c'est pas nous, c'est un ex-concurrent, donc américain, qui a imaginé, qui a commencé à prototyper des éoliennes utilisant des supraconducteurs à plus haute température. Quand on dit high temperature, ce n'est pas nécessairement les cuprates, c'est la catégorie qui peut être aussi la catégorie d'avant, dont parlait mon voisin de droite. Un point qui est extrêmement important, c'est que la réduction de taille peut être extrêmement significative, et aujourd'hui un certain nombre de confrères américains parlent de 12 à 15 mégawatts par éolienne, avec une réduction
de la masse, qui pourrait être une réduction atteignant encore 20 à 30% par rapport à la masse actuelle des éoliennes, entre 5 et 6 MW. Donc c'est extrêmement significatif. Je voudrais juste ajouter une toute petite chose. Tout à l'heure, le professeur Roubiat disait que la puissance générée correspond effectivement ou est liée au cube de la vitesse dans les éoliennes. C'est la même chose dans les hydroliennes. Comme on a un facteur de densité qui va être un facteur 1000 et qu'on a un facteur de vitesse entre le vent et puis la vitesse des courants qui va être d'un facteur 10, on se retrouve à peu près sur le même type de puissance. Ce qui est intéressant, ce qui signifierait aussi que de travailler sur de l'hydro, mais de l'hydro grande profondeur qui ne soit plus affecté par les effets de vent en surface, devient une option extrêmement intéressante et surtout plus stable, et qui pose moins le problème de l'intermittence que celui posé par les éoliennes marines. Donc c'est juste un petit point. Voilà. Bon, je crois que je suis presque au bout de mon exercice. Je voudrais juste vous présenter, quelques secondes s'il vous plaît, je voulais juste vous présenter donc une espèce de vision de l'avenir, à supposer qu'on aille vers un scénario où la production d'énergie est de plus en plus distribuée pour partie. Je suis prudent dans ce que je dis. Pour partie, ça veut dire que la production d'énergie renouvelable, une partie de l'énergie renouvelable, pourrait être effectivement distribuée pour des petits niveaux de production, des petites puissances. Et que d'autres générations, dispositifs de génération d'énergie, pourraient, eux, être déportés à distance considérable des centres urbains ou des centres relativement densément peuplés. Donc on a bâti un petit scénario là-dessus, et je vais simplement vous montrer pour conclure le petit film qui en a été tiré. Donc ce que ça montrait simplement la façon dont les centres urbains allaient se dépeupler en matière de production d'énergie, et puis les lignes qui allaient devoir justement être mises en œuvre pour ramener de distances relativement considérables, en particulier en offshore, cette énergie vers les zones à la fois peuplées ou les zones dans lesquelles cette énergie est nécessaire pour faire fonctionner les machines et puis pour assurer donc les services urbains au sens large. Donc voilà, désolé pour cette fin un peu erratique de présentation. Merci de votre attention.